Nous sommes le jeudi 4 avril 2024, ici Dominique Julien et votre bulletin d'information régionale de Portneuf, Info, CJSR. Cette semaine, on discute des lauréats du défi aux entreprendre l'édition 2024 avec Marc Voyer et Louis-Maxime Renaud. On parle aussi d'aménagement forestier alors que l'entreprise Econo fait des démonstrations à Sainte-Christine d'Auvergne. Vincent Caron a annoncé plusieurs nouvelles places en garderie subventionnée dans Portneuf. Et finalement, Isabelle Moffett sera avec nous en studio pour parler de Ficelle, le nouveau projet du Halo. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. La semaine passée, nous avons accueilli M. François Drolet du comité VADI, basé à Saint-Raymond, qui nous présentait le projet d'entraide communautaire de son organisme. Cette semaine, nous recevons en studio Isabelle Moffett, la directrice du Halo Entraide communautaire, qui travaille aussi sur un projet qui sera au bénéfice de la population. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec elle un peu plus tôt cette semaine. Cette semaine, nous recevons en studio Isabelle Moffett, la directrice du Halo Entraide communautaire, qui travaille sur un projet qui sera au bénéfice des aînés et des proches aidants. Le projet est nommé La Ficelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Avec plaisir. Le projet La Ficelle, en quoi ça consiste? Le projet La Ficelle, ça consiste à aider les gens à compléter des formulaires, faire des démarches administratives. C'est assez vaste parce qu'on touche à tous les domaines. Nous, ce qu'on veut, c'est faciliter les gens. On sait que maintenant, là, c'est difficile dans les centres d'appel. Les gens sont souvent envoyés d'un endroit à l'autre, d'un poste à l'autre. Maintenant, ça prend des accès Internet. Les formulaires sont tous sur Internet. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est aider ces gens-là dans les démarches. Donc, il y a une problématique. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on attache les ficelles pour que les gens puissent bénéficier, répondre à leurs besoins, en fait, là, de qu'est-ce que c'est. Ça peut être autant avoir un crédit pour la solidarité sociale, ça peut être autant vous voulez placer vos parents, comment ça fonctionne. Je suis un nouveau proche aidant, c'est quoi les démarches que je dois faire. Donc, c'est un mandat d'inaptitude. C'est très, très vaste là, comme champ d'opération. Mais c'est dans le but de faciliter les gens. Là. Nous, on fait un plan d'action avec eux. Okay. On ne dédouble pas les services déjà existants. On a des partenaires, donc des portes d'entrée qu'on appelle. Donc, on les réfère. Ils font ce qu'ils ont à faire avec, exemple, Revenu Québec ou peu importe. Après ça, ils reviennent chez nous. On fait l'étape suivante avec eux. Donc, on attache les ficelles. Donc là, vos bénéficiaires, justement, de ce projet-là vont pouvoir un peu circuler mieux dans tous les problèmes administratifs. C'est ça, dans toute la bureaucratie. Tu sais, on sait que comme je disais, c'est difficile, des fois, c'est lourd. Puis c'est de toujours répéter la même histoire. Tout le monde est bienveillant là-dedans, mais on sait que c'est souvent des grosses boîtes, donc on parle pas toujours à la même personne, donc ça peut être difficile. Comme je disais, tout est par Internet, donc des fois d'envoyer un formulaire, je l'ai-tu bien complété? C'est pour aussi que ça soit plus rapide aussi là, que la poste normale, attendre le formulaire, tout ça, donc c'est pour accélérer aussi le processus.
Madame Moffett, le service va-t-il s'adresser à l'ensemble de la population ou Oui, le service s'adresse à l'ensemble de la population. C'est sûr que nous, on va cibler les gens là, qui sont plus vulnérables, justement, qui n'ont pas d'accès Internet, que c'est plus difficile. Il y a des gens qui vont nous être référés aussi, beaucoup de référencements, mais la porte est ouverte là, à tout le monde. Et puis, comment va-t-il être mis en pratique? Parce que là, le gouvernement du Québec, là, il y avait une annonce il y a 2 semaines. Vincent Caron annonçait un peu plus de 289 000 $ pour ce projet-là. Comment ça va fonctionner pour la mise en place de la ficelle? Oui, donc nous, on va avoir 2 intervenants sur le terrain. Donc, il y aura possibilité pour les gens de prendre rendez-vous, soit de se déplacer à notre bureau de Donnacona ou celui de Saint-Marc, mais nos intervenants vont pouvoir se déplacer aussi à domicile. Donc, des fois, c'est au lieu de traîner toute la paperasse ou tout ça, des fois, c'est des cas un petit peu plus sensibles. Donc, notre intervenant se déplace à la maison pour aller aider ces gens-là. Donc, 2 ressources là, qui vont être 2 ressources à temps place. plein qui vont couvrir tout le territoire de Portneuf. Et bon, donc le financement, on peut comprendre, sert un peu à l'embauche de oui, ces c'est ça. Pour le kilométrage aussi, oui. Tout ce qui est la paperasse, tout ça. Donc, ça l'englobe, là, ce montant-là englobe tout ça. Madame Moffett, vous êtes la directrice générale du Halo. Halo a beaucoup de missions. L'une d'entre elles, depuis presque 2 ans maintenant, j'imagine, c'est la Licorne, la Maison des jeunes pour les moins jeunes. Et bon, avant que vous arriviez en entrevue, j'ai reçu justement la nouvelle programmation pour, en fait, le printemps et je pense même au début La programmation de printemps, oui. Exactement, le printemps. Donc, pouvez-vous nous parler un peu là, de ça, de la Licorne, comment ça va? Là, ça va super bien, la Licorne. On est vraiment contents parce que les gens commencent à se l'approprier. C'est une maison des jeunes pour les 50 ans et plus. Donc, nous, on a des intervenants qui sont là pour aider les gens à développer des projets. Il y a des activités structurées. Dans la programmation, là, vous allez voir, on a des cours de yoga, on a des ateliers de nichoir, on a plein de sortes d'ateliers différents. Mais on veut aussi que les gens nous proposent des ateliers et viennent aussi en animer. Donc, mais ça va super bien. Il y a de la vie là-dedans, là, tu sais, pour que ce soit des gens seuls ou dans un but de socialiser, c'est vraiment la place. Oui, je vois justement là, des ateliers de peinture, ateliers de création, peinture sur roche. Il y en a pour tous les goûts. Oui, il y en a pour tous les goûts, comme les madames, comme les messieurs. Je veux peut-être justement poursuivre avec, peut-être retourner avec le sujet du jour, là, qui est à dire la ficelle. Donc, la plupart, l'ensemble de la population va pouvoir bénéficier de ce service-là. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va pouvoir être les gens peuvent déjà téléphoner au Halo. Oui, donc ils ont seulement à téléphoner au Halo au 418-285-2935 et puis ils disent qu'ils veulent avoir de l'information sur la ficelle, puis on va les référer aux bonnes personnes. La ficelle, pour donner un exemple peut-être concret, on avait eu un monsieur qui nous a téléphoné. Le monsieur, il avait 92 ans, il restait avec sa femme seul à la maison. Ils n'ont pas d'enfants. Sa femme a été diagnostiquée avec un cancer en phase terminale. Le monsieur, il appelle, il dit « Je ne sais même pas si mon testament est à jour. C'est ma femme qui s'occupe de tous les papiers. Je sais pas par quoi commencer. » Donc, nous, on a notre intervenante qui est allée chez lui. Donc, ils ont regardé tout ça ensemble pour mettre tout ça en place. Donc, le monsieur, lui, ça l'a vraiment rassuré, mais aussi, ça lui a permis de passer des derniers bons moments aussi avec son épouse. Là, donc, il savait que tout allait bien se placer par la suite. Donc, c'est des exemples concrets comme ça où des gens, là, on a une intervenante aussi qui fait des mandats d'inaptitude, qui va aider les gens à connaître aussi l'importance d'avoir des papiers à jour et tout ça. Donc, il y a un côté aussi éducatif intéressant. Oui, puis parfois, bon, pour ceux qui utiliseront votre service, comme vous l'avez dit, ça aide peut-être à avoir une conscience un peu plus tranquille. Là. Savoir, OK, il y a quelqu'un qui sait un peu plus comment naviguer là-dedans. Puis c'est ça, exactement. C'est ça. Donc, ça enlève vraiment une lourdeur administrative pour ces gens-là. C'est quand même un stress. Souvent, il va y avoir des cas qui vont être reliés aussi à de l'argent. Donc, quand on ajoute encore ça, puis ça a un bout aussi, la ficelle, de prévenir la fraude. Donc, tu sais, nous, on a un intervenant qui est qualifié là-dedans. Il y a, tu sais, tout l'aspect de confidentialité. Donc, il y a toute cette sécurité-là aussi
pour prévenir la fraude. Exactement, et il faut le dire, en 2024, la fraude, et surtout pour les personnes un peu plus vulnérables, c'est extrêmement présente. Donc, d'où justement la légitimité de ce service-là. Donc, Isabelle Moffett, directrice générale du Halo, je vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette entrevue. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire en terminant là, sur le projet de la ficelle là, à nos téléspectateurs? Bien, je vous invite à nous téléphoner. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. Puis si on va être capable de vous référer aussi là, aux bonnes personnes si vous avez des questions. Bien, je vous remercie. Merci. L'auteur de Donnacona, Sophie-Corinne Benoît, que nous avions interviewé en octobre 2023, lancera le 21 avril prochain son 3e roman nommé Un coin de terre, plutôt la mort que la souillure. C'est la suite directe de son roman L'été noir. Ce roman historique est une fiction qui se penche sur l'histoire du Québec dans la période de l'immigration irlandaise, qui se déroulait, on se rappelle, entre 1816 et 1860. Dans son premier tome, Sophie-Corinne Benoît explore plusieurs faits historiques comme l'abolition de l'esclavage, la révolution des patriotes, l'arrivée des premiers policiers, et j'en passe. Plusieurs problèmes sont survenus dans son premier tome et des résolutions à ces mêmes problèmes seront entrevues dans le deuxième. Le lancement de ce second tome se fera dans la librairie de Donnacona entre 13h et 16h le dimanche 21 avril et le livre sera disponible dans cette librairie également après le lancement. Le nombre de places en garderie subventionnées augmente considérablement dans Port-Neuf. Jeudi dernier, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, était présente dans la région pour annoncer un total de 344 nouvelles places subventionnées dans Port-Neuf. Ce chiffre a été atteint et autant par l'agrandissement de CPE, par l'implantation de nouveaux établissements, mais aussi par la conversion de garderies déjà existantes. C'est à Saint-Alban que l'événement a eu lieu dans les nouveaux locaux du CPE La Veilleuse, nommé les Lumignons. Avec cet établissement, ce sont 21 places qui ont été ajoutées dans Port-Neuf, dont 5 pour Poupon. Voici André Kessy, la directrice générale du CPE de La Veilleuse, et Émilie Garneau, conseillère de Saint-Alban concernant l'implantation de la garderie. Parce que c'est en 2012 qu'on avait eu l'idée d'ouvrir une installation à Saint-Alban. Et pour des raisons financières, le projet avait malheureusement été abandonné en 2016. Et puis, l'appel de projet ciblé lancé en octobre 2020, là, ça a été une belle opportunité là, pour nous de faire revivre ce beau projet. Puis c'est finalement le 23 août 2021 qu'on a obtenu avec plaisir l'aval du ministre de la Famille, du ministère de la Famille pour l'implantation de notre installation ici de 21 places, dont 5 poupons. La communauté de Saint-Alban a accueilli bien sûr cette nouvelle avec enthousiasme et c'est le 15 novembre dernier là, qu'on a officiellement ouvert nos portes. Moi, je suis vraiment fière d'être là pour, dans le fond, souligner la collaboration qu'il y a depuis longtemps entre la municipalité puis le CPE La Veilleuse. Je sais pas si ça aidait d'avoir un pied à chaque endroit, mais ça a été vraiment du beau travail, là, dans le fond, avec La Veilleuse. Ça fait longtemps que les élus municipaux de Saint-Alban, que les citoyennes, les citoyens de tous les âges là, essayaient de faire avancer un projet comme ça ici. Puis, maintenant, voilà, ça y est. Les Lumignons, ça a été, dans le fond, implanté vraiment, tu sais, c'est au cœur du village. Puis c'était vraiment la volonté des élus de trouver un endroit pour le CPE, dans le fond, qui permettrait aux enfants de profiter de tout ce qu'il y a autour, parce que c'est vraiment un beau petit village avec une tonne de commodités. La forêt, l'école, tout est vraiment proche. Fait que c'est vraiment à l'image de ce qui est notre village. Dans ces nouvelles places de garderie, il n'y a pas seulement des implantations, mais aussi de la conversion. Et c'est le cas de la garderie Les Petites Pousses. On entend Léa Bolduc-Mingui, directrice générale de cette garderie, au sujet de ce changement. Je vais vous mentionner que c'est avec un sentiment de gratitude qu'on est là aujourd'hui et aussi de soulagement, bien évidemment. L'acceptation de notre candidature là, pour le projet pilote de convertir notre garderie en CPE, c'est un accomplissement qu'on espère depuis plusieurs années déjà. Actuellement, notre milieu de garde est constitué en tant que coopérative. Donc, on a la particularité d'être une garderie à but non lucratif. Et depuis sa création en 2016, l'intention des membres a toujours été d'offrir un service de qualité pour tous nos enfants. Puis on le sait, avec l'augmentation du coût de la vie, les places en garderie, ça devenait un enjeu
pour beaucoup de familles et certaines personnes pouvaient même remettre en question leur retour sur le marché du travail. Donc, la conversion en CPE de notre milieu va permettre d'offrir une réelle équité de frais de garde. Aussi, pour le membre du personnel, on ne se cachera pas. Puis, en plus de ça, on va pouvoir offrir des services de qualité aux enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, on est très, très satisfaits. Guillaume Jobin, le directeur et propriétaire des garderies Les Matelots de Saint-Raymond et Pont-Rouge, était aussi sur place. Alors qu'à l'inverse de son établissement de Saint-Raymond, la garderie de Pont-Rouge est subventionnée. Le voici à ce sujet. Je vois aussi la différence parce que j'ai une garderie à Saint-Raymond de 92 places qui est non subventionnée. Fait que je vois tout ce que ça peut apporter, effectivement, ne serait-ce que pour les parents, la différence de paiement, aussi pour mes éducatrices. Là, on a une équipe, une super belle équipe qu'on a réussi à monter. Moi aussi, j'étais impressionné du fait que oui, il y a des besoins vraiment là, dans la région, puis qu'on puisse y répondre. Merci. Puis je sais que j'ai un très bon support de l'équipe de Vincent, là, puis on veut vraiment que nos parents puissent avoir accès à la contribution réduite. Et la contribution réduite à la fois pour qu'ils puissent payer moins cher, mais aussi tous les services d'aide aux enfants qui ont de la difficulté. J'entendais mes collègues de Donnacana, effectivement, lorsqu'on est subventionné, on a accès à de l'aide. Ce qu'on n'a pas, présentement, on le fait avec notre équipe, mais c'est sûr que quand on est capable d'avoir le petit plus. En plus des garderies présentées précédemment, la garderie Les Doux-Pieds-Doux de Donnacona est convertie en CPE. La garderie dans l'univers de Cajot est implantée à Donnacona et le CPE au Jardin des Abeilles de Cap-Santé est agrandi, ce qui mène donc à ce total de 344 places en milieu subventionné supplémentaire. Voici d'ailleurs la ministre Suzanne Roy, suivie du député Vincent Caron. 344 places dans la région. C'est pas rien pour les familles, c'est majeur, je vous le dis. Puis on parle souvent du vieil adage qui dit que pour soutenir nos enfants, ça prend tout un village. Et c'est bien le cas et c'est important. Moi qui origine du monde municipal, j'y ai passé 25 ans de ma vie. Ce qu'on veut, c'est d'offrir un milieu, une qualité de vie. Et ça vient avec des services. Puis quand on veut se développer, quand on veut garder nos familles, bien, ça vient aussi avec des services de garde. Aujourd'hui, 344 places. Tout à l'heure, j'étais dans la voiture, j'étais sur l'autoroute et puis j'essayais de me remémorer un petit peu les débuts. Joël, qui travaille avec moi au bureau, les appels quasiment incessants, quotidiens des parents qui nous appelaient pour dire à quel point ils étaient démunis, pour dire à quel point ils étaient désemparés parce qu'ils n'avaient tout simplement pas de place. Au retour de la pause, on parle des lauréats de l'édition 2024 du défi Ose entreprendre de Portneuf. Restez des nôtres. La deuxième saison de la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est officiellement commencée. Ben oui, Kéliane, jusqu'au 6 mai 2024, les Verts, les Bleus et les Jaunes vont s'affronter ici au Cinéma Alouette. Oui, c'est à tous les lundis à 19h et les portes vont ouvrir à 18h30. Ah, t'as oublié de dire que c'était gratuit ce coup-là. Sérieux Jean-François, t'es vraiment pas dans l'heure. Faut vraiment pas. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Au Québec, il y a presque 300 000 chasseurs et tout près de 700 000 pêcheurs. Leur activité entretient tout près de 28 000 emplois. C'est pas rien, ça. Je m'appelle Samuel Gendron et je vais vous en parler en 2024 avec ma nouvelle émission Chasse et pêche dans la peau. Des entrevues, des reportages, de l'information sur la biologie des animaux. Attendez-vous à des découvertes. Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Pardon? C'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça rend mes sols plus fertiles. Ah, mais ça fait moins de poubelle pour moi! Mais moins de poubelle. Moins de gaz à effet de serre. Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange. Ça se composte. Exact. Ça, c'est bien dit.
La MRC de Portneuf tenait ce jeudi soir la 26e édition du Gala Ose entreprendre pour honorer les entrepreneurs qui se sont démarqués dans les diverses catégories. Pour en parler, nous avons discuté avec le chargé de projet Marc Voyer, accompagné de Louis-Maxime Renaud du CJE Portneuf. Voici cette entrevue. Le défi Ose entreprendre en est à sa 26e édition et c'est ce soir que les lauréats sont dévoilés. Pour en parler, Marc Voyer est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour. Également, Louis-Maxime Renaud est là. Bonjour Louis-Maxime. Bonjour Danick. Merci tous les deux d'être là. Le défi Ose entreprendre, comment ça fonctionne? En fait, le défi Ose entreprendre, comme tu l'as si bien dit, ça fait déjà plus d'un quart de siècle que ça existe dans Portneuf, mais partout au Québec. Donc, ça permet aux entreprises en démarrage, donc ça fait moins d'un an qu'ils sont démarrés ou qui vont démarrer dans la prochaine année, de se démarquer, de s'inscrire, de se faire un réseau, de remporter des prix, de rayonner dans Portneuf. Puis ensuite, lorsque les gens gagnent, remportent le concours, ils peuvent se rendre à l'échelle de la capitale nationale et par la suite à l'échelle de la province du Québec. Donc, pour nous, ben là, je vous parle de tout le Québec, mais dans Portneuf, c'est vraiment une belle façon de donner une tape dans le dos des gens qui démarrent, des gens qui veulent se lancer en affaires, qui ont la passion de le faire. Ça, c'est un volet. On parle également du volet scolaire. Parce que, dans ma cour à moi, du côté du Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf, on a vraiment à cœur, tout comme la commission scolaire, le centre de service scolaire de Portneuf, il y en a encore qui se trompent, l'entrepreneuriat jeunesse, donc de sensibiliser les jeunes, mais aussi de les accompagner dans des projets entrepreneuriales. Donc, les profs font un job formidable avec eux pendant toute l'année. Ils mettent sur place plein de projets. Donc, il y a évidemment des jeunes, des adolescents, des élèves, des enfants qui vont remporter le concours d'un point de vue aussi local, régional et provincial, tout comme les adultes. Si on regarde justement, commencer pour le volet qui occupe les entreprises, est-ce que la 26e édition, il y a eu beaucoup d'inscriptions cette année? Que ça ressemble à quoi? C'est quand même des candidatures de qualité qu'on a eues cette année. Le choix du jury était très difficile. On avait plusieurs candidatures. Globalement, on est pas mal dans la normale des inscriptions là, encore cette année. On a des catégories. C'est-à-dire qu'on a des gagnants que les années passées, on n'avait pas de gagnants. Donc, c'est un plus dans certaines catégories. Donc, on a dû faire des choix là, à ce niveau-là. Et justement, une entreprise qui réussit à se démarquer dans une des catégories, qu'est-ce que ça lui rapporte à cette entreprise-là? Bien, c'est sûr que ça rapporte du rayonnement dans la région. Ouais. On a des ententes avec les médias régionaux, mais aussi de l'argent, parce qu'on sait quand on démarre en affaires, on a besoin de sous. Donc, il y a des prix en argent, il y a des prix en rayonnement. Il y a aussi tout un réseau de contacts, parce que les gens qui gagnent, oui, sont là à la soirée, mais les gens qui sont nominés, les gens qui ont participé peuvent être là. Donc, il y a des commanditaires, il y a des grosses entreprises, des bailleurs de fonds et autres, que ces gens-là peuvent rencontrer, se vendre, être crédibles grâce à ce concours-là. Donc, c'est ce que ça apporte, là, entre autres, le défi Ose entreprendre. Et je tiens à dire que dans tout ce rayonnement-là, on a 2 porte-paroles cette année qui ont remporté un prix l'an passé. C'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés. C'est les filles de Haut-Pagaie, donc Chloé Saint-Hilaire et Cathy Bussière, entreprise dans l'ouest de Portneuf qui s'est démarquée faire affaire ensemble. Marc va en parler tout à l'heure, mais ils ont gagné ça l'an passé. Donc, c'est vraiment pour faire affaire des entreprises de Portneuf. Donc, cette année, comme porte-parole, ils sont allés vraiment, là, le porte-étendard, il était le porte-étendard du défi. Pour les lauréats, il y a 6 catégories et j'aimerais qu'on commence par la première. Oui. Service aux individus. Donc, à qui s'adressait cette catégorie et quelle entreprise s'y est démarquée? Dans le fond de cette catégorie-là, c'est des entreprises qui offrent des services à l'individu directement. Donc, on vise vraiment les entreprises que c'est le commun des mortels qui va profiter de l'emploi de l'entreprise. Donc, on a eu 4 candidatures dans cette catégorie-là. La compagnie qui a gagné, c'est la station du Lac-Blanc à Saint-Hubal. Okay. Donc, un beau projet en hébergement un peu insolite. Ils veulent comme développer un quartier de mini-maison, mais avec une espèce de vie de quartier. Ils veulent pas juste faire un chalet locatif disponible, c'est qu'ils veulent vraiment avoir un bâtiment principal où les gens qui sont en location vont se retrouver ensemble. Donc, on crée vraiment un esprit, une synergie sur le site là, pour la compagnie. Donc, c'est le récipiendaire du gagnant de cette année-là. Il y a également la catégorie économie sociale. Oui, économie sociale, dans le fond, cette année, on était content puisque l'année passée, on n'a pas eu de nominé dans cette catégorie-là. Cette année, on en a. C'est un grand plus. Les récipiendaires, c'est la compagnie Studio Collectif. Donc, c'est une compagnie en communication qui offre du marketing pour mettre en évidence les entreprises et les organismes de Portneuf. Et qu'est-ce qui est intéressant avec eux, c'est que c'est un peu une entreprise bébé du Lac Crétique qu'il y a eu l'année passée. Ah donc, oui, la rencontre d'innovation qui s'est passée l'année passée, on se pose est-ce que ça va être des résultats de ces entreprises-là? Bien, là, on le voit. On a une compagnie qui a fait de l'innovation, l'idéation l'année passée, qui se retrouve maintenant aux entrepreneurs et qui gagne Ose. Donc, c'est une compagnie, dans le fond, avec 4 personnes, 4 jeunes entrepreneurs
entrepreneurs sont situés surtout dans le secteur de l'ouest de Portneuf, mais ils vont offrir l'ensemble des services sur l'ensemble du territoire là, de Portneuf. Marc, nous avons également la catégorie innovation technologique et technique. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, ça aussi, ça en a une belle surprise à ce niveau-là. C'est un peu mes gagnants coup de cœur. Je sais pas si je dois dire ça, mais je le dis pareil. Donc, la compagnie qui gagne, c'est Beyond Board. C'est une compagnie, dans le fond, de snow. Qui rentrent la technologie dans le snow, dans le fond, avec développer des planches de snow avec des capteurs intégrés pour adapter le snow à la surface de glisse. Donc, c'est vraiment un bon concept. Ça existe déjà dans le monde. C'est pas un projet qui est innovation complet, mais il y en a pas mal de compagnies qui en font au Québec. Donc, c'est ça la grande distinction qu'ils vont avoir. Donc, ça va permettre, dans le fond, d'adapter la surface de glisse à des températures moins 30 ou moins 10 ou le niveau pas du conducteur, mais du planchiste sur son snow. Donc, il y a vraiment un grand potentiel pour cette compagnie. La catégorie service aux entreprises. Également, vous avez un lauréat dans cette catégorie-là. Exactement. Service aux entreprises, dans le fond, c'est vraiment ceux qui vont offrir des entreprises vraiment spécifiques aux entreprises. Le nom le dit automatiquement. Donc, c'est une compagnie, c'est Drone EP qui remporte le prix cette année. Donc, une jeune compagnie, ça va être surtout spécialisé dans la production de vidéos par drone pour les entreprises, notamment pour les vendeurs de maisons, les agents d'immeubles, pour faire de la visite virtuelle de résidence également. Puis ça peut également servir pour tous les constructeurs en habitation. Donc, une compagnie qui construit des blocs appartements qui va voir l'évolution d'un bâtiment en construction, il pourrait prendre des contrats avec drone et qui recevrait des captures d'images pour voir l'évolution du bâtiment. Et ça peut être également un produit, même si c'est pas pour l'individu, qui peut servir par la suite. Moi, je me construis une maison avec un clé en main, quoi que ce soit. Je préfère faire avec des compagnies de ce type-là qui, eux, me font des images. Ils me font un montage vidéo de ma construction de ma maison. C'est des beaux projets qui pourraient développer avec la compagnie Drone EP. Donc, c'est un bon potentiel. Et finalement, la catégorie Faire affaire ensemble qui est encore là cette année. Oui. Donc, Faire affaire ensemble, c'est un peu différent. Celui-là, c'est pas des créations d'entreprises, entreprises qui existent, mais qui doivent être en opération puis faire travailler avec la communauté. De là, le titre Faire affaire ensemble. Donc, pour cette année, on avait plusieurs nominés en candidature. C'est la compagnie Casse-Croûte du Roi. Donc, qui a remporté. Eux se sont démarqués, Casse-Croûte du Roi, par leur offre de service. C'est un casse-croûte, donc le nom le dit. Mais ils ont été chercher une plus-value avec la valeur de Portneuf, où lorsqu'on va au casse-croûte, on peut prendre un burger, mais avec le fromage d'une fromagerie de Portneuf. Donc, on peut chercher des produits du terroir intégré dans le menu du casse-croûte, qui est un peu une différence qu'on trouve dans les autres casse-croûtes, on passe sur le territoire. Donc, c'est une belle marque, belle innovation puis nouveauté qu'ils ont développée et ça a un bon succès présentement comme entreprise. Avant d'aller au coup de cœur du jury, cette année, vous aviez des vidéos qui étaient présentées pour justement peut-être un peu augmenter le nombre d'inscriptions ou encourager les entrepreneurs. On a un extrait là, qui nous a été offert, donc on va écouter cet extrait et ensuite on vous revient. S'inscrire au défi, c'est vraiment très simple. Puis comparativement à toute une aventure entrepreneuriale, c'est vraiment pas grand-chose là, dans la vie d'une entreprise de prendre le temps de se poser les questions qui sont posées dans le formulaire du défi aux entreprendre. Puis en tant qu'entrepreneur, de toute façon, c'est des questions dont il faudrait avoir les réponses. Alors Louis-Maxime, également, il y avait les coups de cœur du jury cette année. Oui, coups de cœur qui ont été moussés, entre autres, grâce à l'extrait qu'on a vu, la vidéo produite, entre autres, par la jeune cinéaste Ariane Clément. Oui. Puis les coups de cœur, ben ça, c'est toujours une catégorie un peu déchirante. Hein? Donc là, les gens, ils veulent faire gagner des entreprises, mais des fois, il y a quelques points de différence. Fait que là, on peut pas faire autrement que les nommer coups de cœur. Alors cette année, ben, il y a 2 coups de cœur. Donc, les services d'arbres Robitaille, c'est basé à Sainte-Christine. Donc, eux, ils vont faire un service d'élagage, d'abattage, de taille d'arbres, de déchiquetage de branches. Et on a également un coup de cœur qui est ressorti de la catégorie Faire affaire ensemble. Donc, une entreprise bien connue dans Portneuf depuis 2011, qui est Portneuf Marine, qui offre des services de solutions marines. Également, il y avait dans le défi aux entreprendre le volet scolaire. Également, vous aviez une vidéo là, pour inciter les jeunes. Et justement, dans la vidéo, il y a des enseignants qui ont parlé de l'impact du défi aux entreprendre. On écoute un extrait. Le coup de la fibre entrepreneuriale, ils l'ont développé, mais ils ne me le nomment pas. Mais j'ai des anciens qui sont entrepreneurs maintenant. Les élèves, c'est vraiment une façon de s'accomplir, c'est ce que ça représente pour eux. Donc, Louis-Maxime, le volet scolaire qui, s'est poursuivi cette année, comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. On vient de voir des extraits, justement, qui ont aidé énormément à faire mousser les inscriptions. Donc, toujours, je tiens à le dire, là, des jeunes entrepreneurs, mais aussi des profs qui motivent les jeunes en entrepreneuriat. Ça a donné un résultat de 47 projets qui ont été déposés cette année.
Donc 2024, 2023, 2024 sont une année record au défi aux entrepreneurs de Portneuf. Alors, chapeau au service scolaire de Portneuf, aux jeunes, aux profs. Et là, j'aimerais bien nommer les gagnants parce qu'il y a des super beaux projets de déposer. Sauf qu'on va aller visiter les élèves dans les classes. On va leur annoncer en primeur. Donc, malheureusement, je ne peux pas le dire, mais je tiens quand même à féliciter tout le monde. Magnifique participation au niveau scolaire. Marc, évidemment, le défi aux entreprendre, c'est possible grâce à plusieurs partenaires. Exactement. Donc, aux entreprises, c'est un budget d'environ de 25 000 $ de fonctionnement, incluant les bourses, les prêts à tirer. Donc, on remercie nos partenaires, MRC de Portneuf, le Centre de services scolaires de Portneuf, Vincent Caron, député de Portneuf, Joël Godin, député de Portneuf-Jean-Cartier, la SADC de Portneuf, le Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf, Mallette Compagnie en comptabilité comptable, BCE Avocat d'affaires, Corporation de développement de Saint-Raymond, Desjardins Entreprises et les chambres de commerce, dont la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Remarque Voyer, Louis-Maxime Renaud, merci beaucoup à vous deux d'être passés en studio. Évidemment, là, félicitations à tous ceux et celles qui ont pu se démarquer dans le défi aux entrepreneurs. Merci. Longue vie à l'entrepreneuriat dans Portneuf. Merci. L'entreprise Econo Exploitation Forestière a présenté cette semaine de la nouvelle machinerie pouvant réduire les impacts sur les forêts. Plusieurs acteurs importants de la région ont participé à l'événement. Aubert Tremblay était sur place en compagnie d'Arthur Bordelot. Voici leur reportage. Cet engin peut vous paraître gros, mais il est pourtant destiné aux petits propriétaires forestiers qui veulent récolter certains arbres sans trop briser la forêt. C'est même la plus petite machine de ce genre au Canada, plutôt étroite, avec un long bras pour aller chercher les arbres plus loin. Bref, la machine idéale pour faire une coupe d'éclaircie. C'est la spécialité de la compagnie suédoise qui l'a fabriquée, Malwa. This is a big practice in Sweden. We have a more practice of doing thinning in Sweden compared to Canada and Quebec. Here you have been cutting the big wood for a long time, and I think maybe now you need to take care of also the small wood. Cette machine spéciale arrive directement de Suède. C'est la première de ce modèle en sol canadien. Elle est vendue ici par Logmax, une entreprise suédoise qui a des bureaux à Kosapskal, au Québec. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est distributeur des têtes Logmax. Puis là, ça va faire presque 2 ans présentement qu'on est rendu avec Malwa. Jusqu'à date, on a un bon succès. À la fin de l'année, on va avoir au-dessus de 20 machines livrées Malwa au Canada. Pas ces machines pareilles à celle-là, là. Celle-là, c'est la première qui arrive au Canada. Ouais. On a 5 autres qui s'en viennent comme ça, déjà prévendues. La machine appartient à l'entreprise Econo de Sainte-Christine d'Auvergne, qui offre des services d'aménagement forestier. Les gens aiment avoir des petites machines pour faire attention à la régénération puis être capable de cultiver nos forêts pour avoir des arbres, mais à perpétuité. Pas couper une coupe totale, puis après ça, planter des arbres et attendre 80 ans avant d'aller chercher du bois. Econo avait organisé une démonstration de sa nouvelle machine cette semaine. Ça se passait dans une forêt qui avait besoin, justement, d'éclaircies. On va faire une première éclaircie pour enlever les tiges les moins belles, donner une chance aux autres de grossir puis de prendre de la valeur. OK. Fait que normalement, ils vont revenir dans combien d'années? Dans 5 à 10 ans, on pourra revenir faire une deuxième éclaircie. OK. Puis la dernière récolte, ça va se faire? Ça va être, idéalement, on essaie d'y aller toujours en continu pour jamais arrêter. OK. On va revenir, on va toujours nous en récolter un petit peu, mais jamais tout récolter. OK. L'épinette noire, on a un problème avec l'épinette noire à cause du réchauffement de la planète. Fait que l'épinette noire, elle meurt. Si on la laisse mourir, on récolte rien. Tandis que là, on va prélever l'épinette noire qui va donner une chance à la régénération de pousser. Donc, on va avoir du bois à perpétuité à ramasser, puis on va donner une chance aux sujets qui veulent sortir. Sylvain Naud est convaincu que ce type de machine sera de plus en plus utilisé à l'avenir, et pas seulement par les petits propriétaires forestiers. Il y a beaucoup de plantations qui ont 35-40 ans, qui sont dues depuis 10 ans pour une première coupe, puis elle n'est pas faite encore. Donc, les arbres ne poussent pas comme ils devraient pousser. On peut aller chercher 5-6 fois plus de volume en aménageant nos forêts. Les grosses industries vont s'adapter aussi à aménager plus les forêts que c'était avant. Oh. Ah, c'est évident. C'est évident. Puis il va falloir changer aussi. Faire de la monoculture de moins en moins. Il faut avoir 4-5 essences d'arbres sur la même
la même parcelle. Pour lui, c'est tout l'aménagement de nos forêts qui devra s'adapter aux changements climatiques et économiques. Par exemple, les petites branches de moins de 5 cm peuvent servir de biomasse pour chauffer les maisons. Fait que là, des preneurs de biomasse, il n'y en a pas beaucoup. Mais on sait que l'électricité s'en vient un peu moins accessible qu'elle était. Puis pourquoi on n'utilise pas la biomasse au Québec? En Suède, eux autres, ils l'utilisent partout. La biomasse est vendue aussi cher que le siège. Nous autres, ici, bien, l'électricité était tellement peu coûteuse que ce qu'on faisait, on négligeait la biomasse. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe. L'électricité va devenir moins accessible, plus dispendieuse. La biomasse, c'est une belle énergie qui ne coûte rien, puis qu'on a dans nos forêts, puis on va être indépendant de tout ce qui se passe à travers le monde, mais on va être capable d'être autosuffisant dans notre monde. Encore une fois, en matière de biomasse, la Suède est nettement plus avancée que le Québec. We have, in most villages in Sweden, and we have a biomass plant heating, and then we have central heating to the industries and to the houses. Okay. Yeah. It's centralized. Centralized, yeah. Aubert Tremblay pour CJSR. Lundi prochain, le 8 avril, une éclipse solaire touchera le Québec et la région de Portneuf sera touchée également par une éclipse partielle entre 14h15 et 16h40, selon les informations transmises par le gouvernement du Québec. Vous voyez donc la zone en bleu dans l'image, c'est l'endroit où il va y avoir l'éclipse totale. La région de la capitale nationale ne sera pas donc touchée par une éclipse totale. À Québec, on dit que l'obscuration produite par le phénomène s'élèvera à 98,66%. Les données pour Portneuf sont semblables à celles-ci. L'éclipse totale touchera le sud du Québec comme Sherbrooke, Thetford Mines et Saint-Georges. Selon le gouvernement du Québec, lors d'une éclipse totale, les mécanismes du corps humain qui protègent les yeux ne font pas bien leur travail. C'est la même chose pour les éclipses partielles également. On parle du détournement automatique du regard, du réflexe de la fermeture de la paupière et aussi du larmoiement. Malgré ce qu'on pourrait penser, les rayons du soleil sont toujours aussi puissants que d'habitude durant l'éclipse. Fixer le phénomène à l'œil nu peut causer des lésions dans la rétine qui provoquent aucune douleur lors de l'exposition, mais qui peuvent s'avérer irréversibles. Elles ne se présentent pas immédiatement, mais plusieurs heures après l'observation du soleil. L'éclipse peut aussi causer dans la cornée, en fait, des lésions. Ces lésions douloureuses entraînent une forte baisse de l'acuité visuelle et une intolérance à la lumière. Au niveau du centre de service scolaire de Portneuf, le 8 avril sera une journée pédagogique avec service de garde pour les écoles primaires. Cette modification fera en sorte que le 10 mai sera une journée régulière de classe. Et finalement, il est sécuritaire de conduire pendant l'éclipse. Cependant, c'est important de ne pas se laisser distraire par le phénomène. Les vitres, même teintées et le pare-brise de votre véhicule ne constituent pas une protection adéquate pour regarder l'éclipse. Pour ceux et celles qui veulent l'observer, c'est avec des lunettes qui sont conçues à cet effet impérativement. La chapelle du Lac-Sergent commencera ses activités le 16 juin prochain à titre d'un lieu de rassemblement. Nous avons parlé avec le porte-parole Pascal Cottet. Voici cette entrevue. Ici Danick Julien, journaliste. J'ai avec moi M. Pascal Cottet, qui est le porte-parole du comité de la chapelle du Lac-Sergent. Bonjour, M. Cottet. Bonjour, fait plaisir, Danick, d'être ici. Et merci d'être là. La chapelle du Lac-Sergent, plein de nouveautés depuis un certain temps. Pouvez-vous nous parler un peu là, de ce beau projet-là? Bien, écoute, ça a commencé en 2017, lorsque le diocèse s'est désintéressé de la chapelle et qu'on a racheté à la municipalité de Lac-Sergent la chapelle, qui était d'abord un site privilégié, extraordinaire, en bordure du lac,
face à Desjardins, qui était un stationnement à l'époque, mais qui a été transformé ensuite. On va en revenir tout à l'heure. Mais c'est un lieu qui est vraiment magnifique. Puis une fois les portes ouvertes, qui donne un accès superbe sur le terrain et l'intérieur de la chapelle. Et donc, il ne fallait pas laisser ça comme un éléphant blanc dans le décor. Il fallait en faire quelque chose. Donc, il est né un comité qui s'appelle le Comité de la Chapelle. Donc, je suis le porte-parole depuis le début et où j'ai à cœur de faire un jour un endroit, un lieu de toutes sortes d'activités, de culture, de spectacles, d'événements. Donc, je rêve de ça. Mais pour ça, il faut des bras, il faut des bénévoles, il faut des gens qui veulent. Alors, on a un maire qui est extrêmement dynamique, qui a poussé depuis le début toutes les démarches qui ont été faites pour aller chercher des subventions, du financement, pour nous aider à monter ce projet-là. Et là, on est à l'aboutissement, puisqu'on a fait une première inauguration en octobre dernier. Et on est donc à l'aboutissement en se disant, ben là, maintenant, comment on démarre cet été? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va avoir des activités que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, dans le fond, ça a commencé en 2017 avec l'acquisition. Ensuite, ça a été en 2019, on a fait un premier plan pour travailler sur l'extérieur, où on a fait la rénovation extérieure avec des programmes. Ensuite, on est allé en 2021 avec le programme de la MRC. J'ai mes notes, parce que je ne veux pas en zapper ou en oublier. Le programme, c'était pour la protection du patrimoine bâti. Donc, ça nous a permis de faire la rénovation vraiment du clabar et de tout ce qui était l'extérieur pour garder la chapelle en santé, redresser le plancher également. En 2022, ensuite, on a fait un programme, une première phase de développement pour faire un plan d'architecte pour voir comment la salle pouvait être transformée pour faire du spectacle, pour faire des réceptions, pour faire des événements. Parce qu'il fallait la réaménager, justement. Il fallait la réaménager. Elle était vraiment comme une chapelle, puis elle était, oui, une fonction estivale, puisqu'on n'a pas isolé le bâtiment, mais il fallait qu'il soit capable de supporter les 200 et quelques personnes aujourd'hui, qui ne sont plus les 200 personnes d'autrefois, avec d'autres normes. Donc, il fallait la mettre aux normes, mettre des toilettes, faire une fosse septique, faire un champ d'épuration. Enfin bon, il fallait la mettre capable de recevoir du monde pour des événements. Oui. Donc, en 2021, c'était donc le plan d'architecte. En 2023, là, on a fait, avec le programme de requalification des lieux de culte, on a pu faire la première phase de développement, enfin de réaménagement de l'intérieur, et on l'a fait avec des artisans locaux. La Caisse des Jardins nous a octroyé un prêt aussi, enfin pas un prêt, mais un financement au programme de développement du milieu. Ensuite, on a eu la MRC aussi dans le cadre des projets structurants qui nous a donné un montant de 15 000 et la subvention de 117 000. Donc, la Ville a investi aussi sa partie pour pouvoir accoter ces montants-là et faire un projet total important. Donc, dans la rénovation, ce qu'on a fait, c'est donc construire les toilettes et tous ces espaces-là. Et on a pas un architecte, mais un ébéniste local, qui est Michel Rochette, qui est du coin. Son arrière-grand-père, toute sa famille vient de là, il habite là, tout le monde le connaît dans le coin. Et lui, il a pris les bancs et il a pris les dossiers des bancs pour refaire toutes les nouvelles parties murales et en faire des caissons muraux. Donc, c'est magnifique, c'est très beau. Puis, on sait que c'est les bancs qui ont été réutilisés. Il a même refait l'escalier qui monte au jubé avec les bancs. Donc, les assises sont les marches des bancs. Et c'est vraiment très beau. Donc, ça a été vraiment c'est une rénovation complète, un lifting complet de la chapelle. Monsieur Cottel, justement, la chapelle rénovée, quelle sera sa vocation dans le futur, selon vous? Ben, sa vocation, c'est vraiment de pouvoir recevoir, pour les citoyens, leur permettre d'avoir accès à un lieu qui leur permette de faire des activités sociales. Il pourrait y avoir de la danse dans l'annexe, il pourrait y avoir le club nautique l'été qui a besoin d'espace, parce qu'on a quand même 90 jeunes au club nautique. Donc, c'est un bâtiment de plus sur le territoire qui nous permet de déloader un peu nos groupes, faire une salle avec du ping-pong, des jeux comme ça, par exemple. Et puis l'été, ben, d'aller chercher des événements culturels, des soupers-spectacles, des petits spectacles d'artistes émergents, des concerts, toutes sortes de choses comme ça. Donc, il y a un potentiel de fou. Et on avait fait en 2019 déjà les jardins communautaires et la forêt nourricière qui sont en contrebas, en bordure du lac, qui avaient été subventionnés également. Donc, ça nous permet d'avoir un panorama absolument exceptionnel. Donc, c'est vraiment un tout, maintenant, ce parc Notre-Dame-de-la-Paix. Donc, voilà comment il s'appelle. Puis, on commence dès le mois de juin. Avec le dimanche 16 juin, on fait un spectacle choralistique, là, c'est vraiment une chorale qui vient chanter dans le chœur, parce qu'on veut donner aux gens l'impression que le lieu est vraiment dédié à du chant pas lyrique, parce que là, ça va être du Broadway, en fait, mais c'est vraiment un endroit où le chant sans accessoires prend sa place à cause de l'acoustique de la chapelle. On va installer des rideaux pour couper le son aussi, donc on est vraiment bien équipé. Sonorisation Tanguay nous a fait un
bel équipement pour son et lumière. Donc, on va avoir donc vraiment une belle salle. Pour ça, là. Voilà. Mais pour des choses de faible envergure, si jamais on a des gros spectacles, il va falloir louer. Mais de toute façon, on ne peut pas faire tellement plus que 100, 150, 200 personnes dans la salle, anyway. Donc, ça se limite à ça. Donc, ce premier concert va se faire avec une artiste locale qui a fait le conservatoire, qui est Mylène Robitaille, qui était à l'époque dans la région, enfin impliquée, qui a été au Roquemont un bout de temps avec nous, puis qui est donc impliquée au chant, qui chante au Pont-Tessier un petit peu aussi. Donc, il y a plusieurs facettes, plusieurs cordes à son arc, et elle va être soliste invitée dans notre concert. Donc, c'est un groupe vocal qui va être là, un ensemble de musique chorale qui va être là. Je peux pas en dire plus pour le moment parce qu'on n'est pas prêt à faire la promotion. On commence vers le 4 mai la promotion d'événements, mais au moins, ça donne le goût aux gens de dire, bon, on va surveiller ce qui va se passer dans les médias sociaux. Donc, on va le publier au Lac ici. On va faire des affiches à Saint-Raymond, Sainte-Catherine, Pont-Rouge. Donc, on va diffuser l'événement largement pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe et comment ça va se passer. Donc, est-ce que la chapelle va agir comme une salle de spectacle hebdomadaire ou on sera un peu plus sporadique? On va en faire 2-3 dans l'été. On va faire quelques 5 à 7 organisés pour les citoyens qui vont, avec des bénévoles qui vont venir faire le service et tout ça. On va faire peut-être un autre spectacle dans l'été, peut-être quelque chose autour des Journées de la culture avec 3-4 artistes avec des factures différentes dans leur musique. Ça va arrêter là pour l'instant. Si l'année prochaine on veut faire plus, on verra, mais on veut vraiment avoir une entente très cordiale avec les autres dans le milieu qui le font déjà. Il y a la chapelle à Lac-Saint-Joseph qui fait ses événements d'une façon très structurée, très habituée. Donc, on peut pas jouer dans ces plates-bandes-là. On a le centre culturel ici à Saint-Raymond qui fait sa propre programmation, le Moulin Marcoux à Pont-Rouge. Donc, on va venir en complément pour offrir un lieu différent, plus cabaret, plus église aussi. Ça change la donne dans l'acoustique, là. Donc, voilà, on veut être un complément avec des idées novatrices derrière tout ça. Donc, s'il y a des gens qui ont des idées puis qui disent « Ah, moi, j'irais bien me produire là », venez nous voir. Puis, on n'aura pas des cachets de fous. On veut vraiment que ce soit intimiste. Ça peut être pour 50, 60 personnes, puis des gens qui localement, au Lac, voudraient louer la salle pour faire un 60e anniversaire, etc., ben, on a une politique pour ça à la Ville sur la façon d'utiliser la salle. M. Cottet, porte-parole du comité de la chapelle du Lac-Sergent, on arrive à la fin de l'entrevue. Si on veut suivre les informations concernant la chapelle, par exemple le spectacle du 16 juin, comment on peut le faire? Bon, on va le faire, je vous dirais, ça va être vraiment avec les médias sociaux. On va peut-être faire d'autres médias, je ne sais pas encore, il y a peut-être quelques articles qui vont sortir, mais on veut surtout que les gens se passent le mot. Et puis on a 150, 200 billets à vendre, on n'en a pas 450 non plus. Ce sera pas on espère que ce ne sera pas un travail de fou, mais ça va être surtout nous qui allons relayer l'information sur les médias sociaux, puis on va avoir des affiches physiques un peu partout dans les commerces, partout pour vendre notre spectacle. Pascal Cottet, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Danick, d'être là. C'est gentil, merci. Merci. Et évidemment, on va vous réinviter éventuellement là, pour avoir tous les détails et les prochaines programmations à venir. Superbe. Merci à vous. Merci Au beaucoup. plaisir, c'est gentil. La semaine dernière se tenait le colloque des communications dans Port-Neuf de Michel Beausoleil. Charles Laviolette était sur place. Voici ce qu'il avait à dire sur l'événement. Avec la baisse des revenus publicitaires et la compétition de plusieurs joueurs majeurs comme Google et Facebook, le monde des médias régionaux vit une crise. Dans Port-Neuf, le courrier de Port-Neuf a cessé sa distribution dans les Publisac et est désormais seulement disponible en présentoir. Il faut aussi mentionner Info Port-Neuf ainsi que le Martinet de Saint-Raymond qui ont cessé leurs activités en 2022, faute de revenus publicitaires et d'un appui suffisant du milieu. La région de Port-Neuf reste couverte par plusieurs médias, un hebdomadaire, 2 télévisions régionales et une radio. Et c'est pour consolider les canaux d'information existants qu'avait lieu le 25 mars à Saint-Raymond un colloque sur la circulation de l'information dans Port-Neuf-Jacques-Cartier. Il s'est conclu en jetant les bases d'une agence de presse régionale. Le député de Port-Neuf, Vincent Caron, était présent pour appuyer la démarche. Clic TV Port-Neuf, Alcoa, la Promutuelle des bâtisseurs, la Chambre de commerce de Saint-Raymond, la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf, la Chambre de commerce de l'Ouest de Port-Neuf et CJSR TV Port-Neuf avaient tous envoyé des représentants. En avant-midi, 5 panélistes ont pris la parole pour discuter du sujet de l'information régionale.
Il s'agit de Valérie Gaudreau, journaliste et chroniqueuse au Journal Le Soleil, Philippe Dubois, professeur de communication publique à l'ENAP, Michel Cloutier, copropriétaire et animateur de la radio Choc FM, Geneviève Fauché, responsable des communications à la ville de Saint-Raymond, et Aubert Tremblay, journaliste et ancien directeur de la station CJSR. Le principal instigateur du colloque sur la circulation de l'information dans Portneuf-Jean-Cartier, Michel Beausoleil, journaliste avec 40 ans d'expérience, nous explique l'origine de la démarche. Alors, le but de l'exercice aujourd'hui, effectivement, c'est de réunir le plus de gens possible impliqués dans le milieu des communications dans Portneuf et dans la Jacques-Cartier pour être capable de prendre conscience, probablement, de la problématique ou des différentes problématiques et être capable de trouver des solutions concrètes. Je trouve aujourd'hui, justement, qu'il y a une crise importante au niveau des médias. Il y a de moins en moins de journalistes professionnels dans le milieu rural. Et pour moi, c'est comme un élément important dans la démocratie. Le financement n'est plus là pour être capable de payer les journalistes. Fait qu'on se retrouve justement avec beaucoup de désinformation, où on se retrouve avec de la nouvelle qui n'est pas complète. On se retrouve avec du spectacle parce que les médias veulent de plus en plus, justement, être capables d'attirer l'attention. Mais le journaliste, il n'est pas là pour attirer l'attention, il est là pour informer. C'est un peu comme le médecin. Lui, il est là pour soigner. Le journaliste est là pour informer. Ce n'est pas un spectacle, là, effectivement. Alors, il faut être capable de différencier ça. Puis le journalisme, justement, c'est, selon moi, pour être en mesure de pratiquer son métier comme du monde, d'une bonne façon, il faut être indépendant. L'après-midi du colloque sur la circulation de l'information a été consacré à des tables rondes. 8 personnes ont discuté de façon de maintenir une information de qualité dans la région. Moi, ce que je propose, c'est une agence de presse composée de journalistes indépendants et financée par un fonds public et privé. Le fonds public et privé peut provenir des médias, de la population, des gouvernements, des municipalités, peu importe, des assureurs ou des gens qui souhaitent maintenir du journalisme de qualité dans nos régions, en fait. Suite au colloque, il restera à fédérer les ressources d'information de la région et à concrétiser des moyens financiers. Katia Desgranges, directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, a mentionné qu'elle allait relayer les conclusions du colloque et faire entendre la voix des médias régionaux à la Fédération des chambres de commerce du Québec. De son côté, Michel Beausoleil entrevoit comment cette agence de presse en devenir pourrait alimenter en contenu les médias locaux, une structure qui maintiendrait une information neutre et de qualité. Le journaliste, lui, c'est un fabricant de nouvelles, il fabrique la nouvelle et le média devient le distributeur. Que ce soit la radio, la télévision ou le journal, c'est qu'il distribue en fait la nouvelle qui a été traitée par le journaliste professionnel. Et moi, je pense que l'avenir du journalisme, aussi en milieu rural, appartient à ceux et celles, journalistes, qui sont capables d'écrire, de parler et de pouvoir faire de la télévision aussi en même temps. Je pense que les multiplateformes devient intéressant, puis un défi aussi à relever pour les journalistes. L'agence de presse, en fait, c'est un fabricant de nouvelles. Lui, il va fabriquer des nouvelles, ça peut être des manchettes, ça peut être tout ça, mais le média, par exemple, la télévision ou la radio, pour approfondir, il peut, l'animateur peut le faire, le chroniqueur peut le faire, tu peux avoir l'influenceur, de tous les autres, en fait, travailleurs de l'information qui vont pouvoir donner de la couleur, chacun dans son média. Mais le journaliste, lui, il donne les faits, that's it. Tu as vraiment une confusion des genres, les influenceurs, les chroniqueurs même, mais aussi ce sont des opinions. Tu émets ton opinion. Normalement, c'est pas un travail journalistique d'émettre ton opinion. Le journaliste, c'est vraiment une démarche. Tu sais, je vérifie, et je m'engage à essayer de me rapprocher de la vérité de plus en plus. Entreprise Parents et Filles, située dans le parc industriel numéro 2 de Saint-Raymond, inauguré son nouveau bâtiment ce jeudi 4 avril. Ce dernier représente un investissement de 2,3 millions de dollars et une superficie de plancher totale de 13 000 pieds carrés. On entend M. François Parent, suivi de Mme Marie-Christine Parent concernant l'utilité de ce nouveau bâtiment. La surface en pieds carrés, l'espace de travail, faut parler aux travailleurs, juste l'air qu'on peut respirer ici, le plafond est beaucoup plus haut, beaucoup plus de changement d'air à l'air, excusez. Donc, pour les travailleurs, c'est mieux. Et puis, ben, on met un paquet à terre, on n'a pas d'affaire à le déplacer 2 fois. Quand on a commencé là-bas à 3000 pieds carrés, c'était grand, 3 semaines après, c'était petit.
Là, ici, ça fait 3 mois qu'on travaille. Ben, j'espère que dans 9 mois, ça va être trop petit. Mais pour l'instant, on est correct. Pour vous donner un exemple, on a 3 positionneurs en place à temps plein pour souder de la tuyauterie. On rentre un tuyau dans un positionneur pour la souder de façon plus efficace. On en veut 8 à temps plein. Fait que, dans le fond, c'est l'objectif là, de rentrer comparativement à l'autre bâtiment qu'on en avait 2, puis on devait louer ailleurs pour en avoir 2 autres. Fait que là, tout regrouper les opérations au même endroit, dans une plus grande superficie, là, on augmente notre productivité. Puis, nos objectifs, c'était d'avoir au moins 10 travailleurs à temps plein ici. On a 17 à temps plein présentement. On travaille sur 3 chiffres. On a commencé un 3e chiffre de nuit il y a 3 semaines, 1 mois peut-être. Le commissaire industriel de la Corporation de développement de Saint-Raymond, M. Richard Saint-Pierre, s'est réjoui de voir l'évolution de l'entreprise. Le voici. Quelle croissance accélérée! C'est incroyable. Imaginez qu'il y a environ 4 ans, hein, on s'en rappelle très bien, il y a 4 ans, on était sur la rue des Vétérans à faire la première pelletée de terre du bâtiment de 3200 pieds carrés là-bas. Et voilà qu'avec cette expansion accélérée, ils viennent tout simplement avec ça aujourd'hui, de quadrupler leur superficie de plancher disponible afin de répondre aux besoins et exigences de leur croissance, de leur clientèle sans cesse croissante. C'est là, il faut bien dire, tout un accomplissement. Parents et filles travaillent les métaux autant pour les secteurs alimentaires, industriels ou navals. Voici les détails des 2 entrepreneurs. nous autres, on se spécialise dans les produits en stainless, en acier inoxydable. Donc, on est beaucoup dans le domaine alimentaire, dans le domaine industriel, dans le domaine naval, ce qui fait qu'on a réussi à avoir une belle croissance. En fait, c'est pas compliqué, c'est l'expérience de mon père. Dans le fond, qu'on a su se démarquer puis créer notre nom là, auprès de nos bons clients. Puis, on a une équipe, vous voyez l'usine ici, mais on a une grande équipe aussi en chantier qui va installer les produits que l'on fait ici. Fait que c'est ce qui complète bien notre entreprise. Un des gros coups qu'on a fait il n'y a pas longtemps, c'est peut-être en octobre l'année passée, la date est peut-être pas pile, c'est des plateaux de culture pour le ministère des Terres et Forêts ou... Ministère naturel et des Forêts. C'est ça. Et c'est des plateaux pour... on en a ici à Saint-Raymond, c'est des repousses d'épinettes que les gens plantent. Là. C'est des plateaux en aluminium, mais c'est une quantité de 7000 plateaux. Et 7000 plateaux, c'est, je pense, c'est 48 vannes de livraison de matériel qu'on fabrique. Fait que ce que vous allez voir tantôt dans l'usine, le bruit qu'on entend, c'est de l'aluminium en découpe, de l'aluminium en soudage et un accouplement. Fait que c'est, donner une idée, c'est 58 000 bearings que ça a pris. Ça a pris, ça a pris 250 tonnes d'aluminium. Ça a pris 11 vannes d'aluminium brut. Le parc industriel numéro 2 de Saint-Raymond demeure en plein essor, alors qu'en moyenne, 5 terrains y sont vendus par année. Poursuivons maintenant avec les informations. Vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Saint-Raymond va présenter le 13 avril prochain son premier salon de l'installation septique. Le tout aura lieu de 9h à 16h30 au centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Plusieurs exposants seront sur place, formés d'entreprises et d'organismes des domaines de l'installation septique et de l'environnement. Des conférences se tiendront aussi en après-midi et aborderont les thèmes de l'installation septique, de l'environnement et de la réglementation. L'entrée est gratuite pour tous. Une vingtaine d'exposants seront présents pour cette journée de l'installation septique. En après-midi, il va y avoir les conférences. Les voici donc. Nous avons Louis-François Gauthier de Urba Solutions, également Marie Moulin de l'organisme de bassin versant, la CAPSA, pour les enjeux liés à l'eau potable. Et finalement, à 15h, c'est la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf pour la vidange des installations septiques. Donc, avant de terminer le bulletin d'information, on vous rappelle qu'il est possible pour tous d'aller sur le site web de CJSR, donc cjsrtv.com, pour avoir accès à notre infolettre. Vous écrivez votre adresse mail et sur le site web et vous allez recevoir à chaque semaine l'infolettre de CJSR avec toutes les informations qui ont été discutées dans ce même bulletin d'information. C'est toujours les vendredis suivant le bulletin d'information CJSR. Vous pouvez aller voir ça. C'est complètement gratuit.
C'est donc ce qui complète le bulletin d'information. Mon nom est Danick Julien. Je remercie l'ensemble de mes collègues à la régie aujourd'hui, Arthur Bordelot, Tony Vézina, Luc Robitaille. Également, nous avons Aubert Tremblay et Charles Laviolette qui ont été d'une aide précieuse pour les reportages. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se laisse avec des images du Festival de la banquise qui a eu lieu cet hiver.